Alors en fait, il y a 30 ans, c'est la rencontre. Alors, c'était pas encore par rencontre à la drogue, donc j'étais en province et j'ai rencontré de nombreux jeunes dépendants du cannabis, pas au niveau qu'on a à l'heure actuelle et dépendants de l'alcool. Donc j'ai créé une première association en province qui s'occupait de jeunes tous les week-ends. Quand je suis revenu sur Paris en 94, c'est la rencontre malheureusement dans un quartier avec l'arrivée du crack et je crée une association qui s'appelle Entrée de 18 qui s'occupait de prévention des jeunes. Et cette association-là, je l'ai coupée en deux. Donc, c'est la rencontre avec différents amis, qui sont, enfin, personnes qui sont devenues amies avec moi. Donc, Frédéric Carteron qui était juge, Jean-Charles Agraine qui était avocat. Et on a décidé de créer une association typiquement basée sur les drogues. Donc, c'était 3 ans après. Donc, il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Et on a créé donc Parents contre la drogue. Et moi, je voulais en faire une association nationale, mais aussi internationale. Donc, j'ai pris des quantités de contacts que j'avais déjà avant avec Entrée de 18. Et on est membre de la Fédération mondiale contre les drogues, membre d'Europe contre les drogues. Et surtout, on a un réseau de à peu près 300 associations et fondations à travers le monde avec qui on travaille en permanence. Alors, la première des choses, effectivement, les chiffres, 1,2 million, on est entre 1,2 million et 1,4 million, dont 500 à 600 000 quotidiens, c'est-à-dire qu'ils fument au minimum un joint par jour. Mais si on regarde bien ces chiffres, malheureusement, pour une très grande partie, ce sont des mineurs, c'est-à-dire de l'âge entre 14 et 18 ans pour la grande partie. Donc, en vérité, on ne peut pas légaliser pour des mineurs, c'est pas possible, et on le sait très bien. Et quand ils disent ça ne marche pas, le vrai problème, c'est que l'alcool ne marche pas, le tabac ne marche pas non plus. Si on prend les expériences qu'il y a avec ces deux drogues, on voit bien que malgré toutes les campagnes, on ne baisse pas la consommation de tabac et d'alcool. Encore pire. Et quand ils disent ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? C'est ça le vrai but. On n'a pas de prévention du tout dans les écoles. Bon, quelques associations comme la mienne font de la prévention dans les écoles privées, puisque le public nous a interdit. Et on voit bien que les seules associations qui font de la prévention à l'heure actuelle, c'est ceux qui prônent la légalisation des drogues. Alors effectivement, quel message ils disent dans les écoles? En plus, on se retrouve à avoir des ministres maintenant qui parlent de légalisation. On voit dans la presse, malheureusement, on ne parle que de la légalisation, on ne parle surtout pas des systèmes qui marchent. Donc les parents ne comprennent absolument plus rien. Donc on ne peut pas dire que ça a échoué, puisqu'en vérité, qu'est-ce qui a échoué? Ce qui a échoué, c'est malheureusement toutes les politiques qu'on mène depuis plus de 30 ans. Alors déjà, quelle guerre à la drogue? Parce que c'est ça le vrai problème. La guerre, elle n'existe pas. Il y a bien longtemps qu'on a baissé les bras et on en voit les conséquences. Je ne connais pas un gamin qui se fait arrêter à l'heure actuelle pour consommation de stupéfiants dans les squares publics. Il suffit de les regarder malheureusement autour des lycées, des collèges parisiens et dans toutes les grandes villes pour voir ce qui s'y passe. Et on voit très bien que plus personne ne s'occupe de ça. Il y a du trafic partout. Donc quelle guerre à la drogue? Le problème, c'est que pour les tenants de ceux qui disent ça, ils considèrent que la première chose des guerres à la drogue, c'est la prévention. Donc ils refusent toute prévention de la façon dont on l'a fait. Pour eux, la prévention, c'est de dire aux jeunes, vous pouvez consommer, mais finalement, faites attention à ce que vous consommez. Et en vérité, on n'a pas du tout de guerre à la drogue. Et c'est là tout le vrai problème du système, en vérité. C'est que malheureusement, sans la prévention, c'est un échec total. Et on s'en aperçoit, donc il n'y a pas de guerre à la drogue en France, contrairement à ce qu'on peut entendre. Il y a eu une guerre à la drogue aux États-Unis, mais on n'est pas du tout dans le système américain. On ne peut pas dire que nous, on a mené une guerre à la drogue, ce n'est pas vrai. Sinon, on en aurait au moins un succès. Malheureusement, on voit bien que c'est un échec total. Alors déjà, pour moi, il n'y a pas de drogue douce ou dure. Donc tout ce qui modifie le cerveau est considéré comme une drogue. D'ailleurs, tous les scientifiques le reconnaissent. Et le cannabis est bien une drogue et non pas une drogue douce. Donc tout le problème est de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Le THC par rapport aux années 60-70 a plus que multiplié par 30. On était à 0,5-3% grand maximum dans les années 60-70, donc les années hippies. On en est à la moyenne française à l'heure actuelle de 13%. Donc on voit bien qu'on ne peut plus parler. Certaines variétés peuvent monter jusqu'à 30-35%. Donc on est très loin des drogues douces comme on peut l'affirmer. Le tabac et l'alcool, on ne peut pas dire que ce soit des succès, puisqu'on est cumulé à 120 000 morts chaque année. Donc en coûts sociaux, ça coûte extrêmement cher. Et d'ailleurs, ce que ça rapporte, malheureusement, ne compense pas les coûts sociaux. Et ce serait exactement la même chose pour le cannabis, et on le voit bien. De plus, quand on parle de ça, si on compare le tabac, je veux dire, ça ne modifie pas du tout le cerveau. Je connais personne qui fume une cigarette et qui est incapable de piloter un avion. Quelqu'un qui fumerait un joint, il serait incapable. Quant à l'alcool, il ne faut pas tout confondre. Celui qui boit un verre de vin, il ne boit pas un verre de vin pour planer. Alors que le cannabis, on le prend pour planer ou pour soi-disant oublier des problèmes qui n'existent pas. En vérité, c'est ce que me racontent moi beaucoup de jeunes que je reçois. J'ai des problèmes familiaux, des problèmes à l'école, des problèmes avec l'État. Enfin, ils ont toujours tout un tas de problèmes, mais en vérité, c'est eux-mêmes qui se créent les problèmes. Donc on n'est pas du tout dans la même différence.
Alors, le vrai problème de la légalisation, c'est qu'en malheureusement, contrairement à ce que peuvent croire tous ceux qui veulent légaliser, on n'empêchera jamais le crime organisé de continuer et de persévérer même. Pourquoi? Pour une simple raison. Contrairement à ce qu'on peut entendre, et je l'ai entendu pendant la campagne, et on va l'entendre malheureusement jusqu'à la fin de la campagne présidentielle, ceux qui pensent qu'en légalisant, on va faire mettre tous les dealers au travail pour gagner 1500 €, ils se trompent totalement. Le vrai problème, c'est que si on regarde la prohibition de l'alcool aux États-Unis, la mafia avait 5 ans, 10 ans même avant prévu cette fin de prohibition et s'est emparée d'un autre produit. Malheureusement, c'était l'héroïne. Donc quand la prohibition a été arrêtée aux États-Unis, c'est l'héroïne qui est arrivée en quantité. Et ce sera la même chose en France. Les dealers, malheureusement, vont soit vendre un cannabis plus fortement dosé à des gamins, puisqu'on sait très bien que si on légalise, ce sera surtout pas pour les enfants, et surtout encore moins pour les adolescents. Donc on va se retrouver avec des variétés très fortement dosées qui vont être distribuées à des jeunes, et pourquoi pas vers d'autres produits, puisque malheureusement on voit bien qu'il y a une recrudescence de la cocaïne dans les lycées, et c'est ça qui est inquiétant. Croire qu'un dealer qui gagne 3000 € par jour va aller travailler pour 1500 €, c'est du rêve, ou c'est vraiment croire qu'on est dans un monde de bisounours. Et malheureusement, ce n'est pas la réalité. Quant à assécher le marché, effectivement, il faudrait assécher le marché. Mais pour ça, il y a une solution qui est très simple. Il faudrait taper du poing sur la table envers le Maroc, qui malheureusement, pour faire vivre 1 million 200 000 salariés du cannabis au Maroc, on est prêt à sacrifier des centaines de familles françaises. Et je pense que c'est là le vrai problème. On sait que c'est faisable, les Américains l'ont fait en Afghanistan, ils l'ont fait dans un tas de pays. Il suffirait de vraiment une volonté politique et arrêter le copinage et se dire, voilà, il faut aller voir le roi du Maroc et lui dire, maintenant il faut arrêter le trafic de cannabis et la production. C'est comme ça qu'on assèche un marché. Malheureusement, on n'assèchera jamais avec... la demande est tellement forte que pour assécher le marché, il faut taper de la base. Et la base, c'est le Maroc. Alors, on regarde si... moi, j'ai reçu des chiffres du Colorado il n'y a pas très longtemps, donc qui sont très inquiétants en fait. Alors effectivement, en termes de coûts, c'est un succès, ça rapporte 2 milliards de dollars, mais on ne parle pas des coûts sociaux. Donc c'est-à-dire qu'en vérité, on a oublié de dire, dans la balance, il faut les plus et les moins. Donc on ne parle que du plus. Il y a une augmentation de 30% de gens qui sont admis aux urgences pour cause de cannabis. Mais ce qui est plus dangereux encore et ce qui est plus grave, une augmentation de 50% d'admission d'enfants mineurs, alors que normalement c'est interdit aux mineurs, donc d'admission aux urgences. On regarde le problème par rapport aux gangs. Non seulement les gangs n'ont pratiquement rien perdu, puisque c'est à peine 30% de pertes, mais eux ont compris qu'en vérité, on peut se servir du Colorado, puisque c'est ce qu'ils font dans certains États du Colorado, enfin dans certaines régions du Colorado, où on cultive du cannabis, et eux se servent de la culture pour aller en exporter ailleurs. Donc en vérité, ils n'ont absolument pas perdu. Et on l'a vu sur le problème de l'héroïne, puisque malheureusement, il y a une recrudescence d'héroïne à l'heure actuelle aux États-Unis, où les gangs, sachant qu'ils avaient perdu une partie, pour dénoncer le système de légalisation, se mettent à vendre de l'héroïne pratiquement au prix du cannabis. Donc, alors effectivement, tous les consommateurs de cannabis ne passeront pas, mais même s'ils en prennent que 5-10%, 5-10% de chiffres en plus, et qui compenseront largement les à peine 30% de pertes qu'ils ont. Donc on voit bien que c'est un échec total. En plus, on s'aperçoit que maintenant, malheureusement, ceux qui vendent du cannabis le vendent très souvent à côté des écoles. Donc c'est pas du tout ce qui était prévu à la base. Ça devait rapporter de l'argent à l'État, mais ça ne le rapporte pas, parce que il faut quand même rappeler que dans le système américain, la vente de cannabis est interdite. Et donc au niveau fédéral, ceux qui vendent du cannabis ne peuvent pas placer leur argent sur des comptes normaux. Donc tout ça est mis dans des coffres. Donc on voit bien que les mafias continuent à prospérer. Alors en vérité, le combat n'est pas perdu. Le vrai problème de la famille, c'est qu'on voit bien la famille est déstructurée en France, mais c'est dans tous les pays malheureusement de l'Europe et d'une grande partie du monde. Les gens divorcent de plus en plus tôt, avec des enfants très souvent de 12-13 ans qui n'acceptent absolument pas le divorce de leurs parents. Si je faisais une étude depuis plus de 20 ans à l'association, 80% des jeunes que je reçois sont des jeunes qui, malheureusement, les parents ont divorcé quand ils étaient adolescents. Et c'est la rencontre ensuite au collège, parce que maintenant on n'est plus au lycée, c'est très souvent au collège, avec des copains qui ont le même problème et qui sont déjà dans le cannabis, et c'est le joint qui tourne, et ainsi de suite. Et donc, pensant arranger leurs problèmes, en vérité, ces jeunes-là se lancent dans le cannabis. Certains, malheureusement, vont tomber dans la dépendance, et c'est ça qu'on ne se rend pas compte. Quant à la famille, pourquoi elle est déstructurée? Elle ne comprend plus du tout ce qui se passe sur le cannabis. Moi, les 3/4 des parents que je reçois pensent qu'on est légalisé. Donc, en vérité, que tout est autorisé. On a des ministres, y compris un ministre de l'Éducation nationale, qui parlait de légalisation. On a des systèmes autour. Si on regarde des sites internet à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de sites pro-cannabis qu'anti-cannabis. Des sites comme le nôtre, et je crois qu'on est un des seuls, il y en a très très peu en France. Donc, et c'est là tout le problème. Donc les parents ne comprennent absolument plus ce qui se passe. On a un État qui est faible
envers malheureusement et le trafic et envers la consommation, parce qu'il n'y a plus aucune sanction maintenant. Un policier qui arrête un consommateur, prend le cannabis, le jette dans le caniveau et ça s'arrête là. Il faut quand même au moins un minimum un rappel à la loi, ce qu'on ne fait même plus en France. Donc effectivement, on a des familles qui ne comprennent plus rien. On a aussi des parents malheureusement qui pensent qu'en donnant de l'argent à leurs enfants, on éduque un enfant. Alors quand l'enfant, en vérité, le week-end, se fait des soirées, alors soit cannabis party avec de l'alcool, soit même voire coke party avec de l'alcool dans certains beaux quartiers. Et donc, effectivement, il y a un véritable problème. Moi, j'ai deux genres d'enfants. J'ai les enfants qui sont des enfants avec des familles structurées, mais malheureusement, le papa ou la maman gagne très bien sa vie, donne de l'argent tous les week-ends et part en week-end, donc le gamin fait ce qu'il veut. J'ai un enfant, je me rappelle, qui m'a dit un jour, mes parents ne m'ont jamais dit je t'aime, ce qui n'est pas grand-chose. En vérité, effectivement, il avait un gros problème. Et puis les autres enfants, comme je te disais tout à l'heure, qui effectivement des parents qui divorcent et ça accepte pas le divorce. Et j'ai des amis qui sont dans ce cas-là parce que je me suis occupé d'un fils d'un de mes amis et qui effectivement à 13 ans ses parents divorcent et il n'a pas du tout accepté le divorce. Donc c'est pas la famille en elle-même, c'est que l'État ne fait rien pour les familles. Et sans parler de la prévention auprès des familles, il y a absolument, d'ailleurs depuis 5 ans, il suffit de regarder, on n'a pas eu une campagne de prévention sur le cannabis. Alors qu'on a tous les jours, on nous parle du tabac qui est dangereux, de l'alcool qui est dangereux, c'est à croire que le cannabis apparemment n'est plus du tout dangereux, que c'est devenu un produit totalement anodin. Et ça, je pense que c'est un des vrais problèmes. L'État est vraiment responsable de ce qui se passe au niveau des familles. Alors le vrai problème, c'est qu'effectivement, et ce qui est très grave d'ailleurs, c'est que tous ceux, si on regarde les textes des signataires pour la légalisation du cannabis, on retrouve les associations qui vont dans les écoles. Donc moi, je voudrais bien savoir quel message il délivre dans les écoles. J'ai un ami qui est dans le Gers et qui m'a dit qu'une association très connue, j'éviterai de dire le nom, donc va dans toutes les écoles et fait en fait la promotion du cannabis. Et c'est ça qui est dangereux. En vérité, donc c'est pour ça aussi que les parents ne comprennent plus rien, que les enfants encore moins. Comment on a pu laisser tous ces gens-là? Mais ça, c'est l'hypocrisie des politiques depuis 25 ans, malheureusement, où on s'aperçoit qu'on a confié tout ce problème de la drogue à des associations qui, en vérité, sous couvert de prévention, sous couvert d'aide aux toxicomanes, militent en réalité pour une légalisation du cannabis, mais non seulement du cannabis, voire de toutes les drogues. Et donc, le message qu'on délivre dans les écoles est un message contraire à la prévention. Et avec la complicité et des élus, et malheureusement de la mission interministérielle de lutte contre la drogue, qui en vérité pourrait très bien s'occuper de ce problème-là, parce que normalement c'est son rôle, mais qui a laissé faire depuis des années, et tout gouvernement confondu, on n'a absolument pas enlevé les subventions à ces associations, on les laisse aller voir des jeunes enfants et en délivrant un message par lequel finalement le cannabis ne serait pas si dangereux que ça. Je me rappelle une de mes filles qui avait eu une prévention par une association très connue, et la personne qui était venue les voir, ma fille m'avait raconté ça, la première phrase qu'elle leur dit c'est « Je vous rassure, si les drogues étaient dangereuses, vous n'en consommeriez pas ». Donc dès l'instant qu'on a dit ça, on a tout dit, il faut arrêter la prévention, ça dure 2 minutes et en fait on a fait un message qui est totalement l'inverse de ce qui devrait être fait. Je dis pas qu'il faut effectivement dire que le cannabis on va mourir de ça, mais il faut quand même délivrer un message sur les dangers du cannabis, ce que ça provoque, en particulier sur le cerveau, au niveau des jeunes, on sait très bien que le cerveau est mûr qu'entre 20 et 25 ans, donc quels sont les risques pour les enfants? Et c'est ça tout le problème. On parle de déscolarisation des jeunes, on devrait faire des études. Combien de jeunes sont des consommateurs de cannabis dans ceux qui sont déscolarisés à 16 ans, voire même 15 ans? Et je disais, tout à l'heure on parlait de mon vice-président, il m'a raconté que très souvent des jeunes de 15 ans, alors que normalement l'école est jusqu'à 16 ans, sont sortis du système scolaire à cause du cannabis. Donc je pense que là c'est un vrai problème qu'il faudrait prendre en compte. Mais comme tout ce qui concerne les drogues, malheureusement on n'arrive pas à avoir des chiffres réels. Si on demande aux hôpitaux quels sont les jeunes qui sont admis malheureusement en psychiatrie à cause du cannabis, on ne peut pas avoir de chiffres parce que c'est l'excuse, non c'est le secret médical. Si on demande tout un tas de chiffres, les violences dans les écoles à cause du cannabis, on ne peut pas avoir de chiffres parce que ça on ne fait pas d'études, contrairement d'ailleurs aux pays anglo-saxons qui font ça tous les ans. Alors ça, c'est l'éternel débat entre les gens, justement comme nous, qui luttons contre la drogue, et la réduction des risques. En vérité, la réduction des risques dit une chose, c'est que pour eux, la drogue n'est pas dangereuse, c'est l'accessoire qui est dangereuse. Moi, je dis le contraire, et je pense que Jean-Paul Bruno et d'autres disent le contraire. En vérité, on peut mettre n'importe quel accessoire propre, mais c'est la drogue qui provoque l'overdose. Ce n'est pas l'accessoire. Et le vrai problème, c'est ce qui s'est passé dans les années 90, en fait, avec l'arrivée du sida, on s'est aperçu que les gouvernements, et un gouvernement de droite en l'occurrence, ne voulaient surtout pas s'occuper des toxicomanes et on a confié ce problème de la toxicomanie à un grand nombre d'associations, donc qui sont donc ce qu'on appelait la réduction des risques. Le problème, c'est que ces gens-là, au départ, avaient une idée, c'est de dire il faut légaliser les drogues.
Donc, sachant ça, on leur a confié des quantités de subventions, et il suffit de regarder les chiffres, malheureusement, de la drogue chaque année qui sont versés à toutes ces associations, on s'aperçoit que c'est des chiffres énormes. On ne donne absolument pas d'argent, soit des associations de parents, soit des associations comme Jean-Paul Bruno, mais d'autres, il y a plein de centres, j'en connais plusieurs moi en France, qui malheureusement subissent grâce aux parents ou grâce à des commerçants ou des choses comme ça, mais n'ont pas d'argent de l'État. Et effectivement, il y a un gros problème. Alors maintenant, la réduction des risques, on ne peut pas dire qu'on peut être contre. Refuser une seringue propre, ce serait vraiment criminel et dangereux. Mais si on prend la substitution, on pourrait très bien dire, et moi je le réclame depuis des années, qu'il faut une substitution encadrée et contrôlée, c'est-à-dire pas ce qui se passe à l'heure actuelle, où malheureusement on a vu les trafics de Subutex, le trafic de méthadone. Et de plus, est-ce que le but d'une société, c'est de dire à un toxicomane, tiens, je te donne un produit, tu pourras droguer toute ta vie sans jamais t'en sortir. Donc le vrai, il faudrait une substitution qui soit encadrée. Pourquoi? Moi je considère qu'au bout de 2-3 ans, si la personne n'est pas capable à un moment de faire la démarche pour dire je vais décrocher, on doit arrêter la substitution. On n'est pas là pour payer la drogue aux toxicomanes, surtout que tous les toxicomanes qu'on peut rencontrer, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en vérité je prends de la substitution quand j'ai pas de quoi m'acheter de l'héroïne ou de la cocaïne ou d'autres drogues. Donc en vérité, c'est pas fait du tout pour ça. À la base, c'est un produit qui devait être pour aider les toxicomanes à s'en sortir. Et on s'aperçoit que c'est pas vrai. Il faut quand même savoir qu'il y a un gros trafic, que ce soit autour de la gare du Nord ou ailleurs, donc qui considère que effectivement là le danger pour un toxicomane, c'est qu'il s'injecte ou du Subutex ou de la méthadone, alors que ce ne sont pas des produits qui sont faits pour ça. Normalement, ce sont des produits qui sont remis par des associations ou par des pharmaciens, et là c'est tout l'inverse. Si on regarde en Finlande ce qui se passe, ou même dans les pays de l'Est, où il y a un gros trafic de Subutex, on s'aperçoit que les 3/4 des policiers de ces pays-là disent tous ces produits de substitution viennent de France. Donc effectivement, il y a un problème, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à la base, c'est le citoyen qui paye ces produits-là. Et effectivement, je rejoins, mais moi je ne suis pas opposé aux seringues, même si effectivement on pourrait considérer que donner une seringue c'est inciter à la drogue, mais on ne peut pas refuser une seringue propre, sachant qu'effectivement il y a des risques de contamination du VIH, du sida ou d'autres. Mais il faudrait encadrer un peu mieux ça, et je pense que ce n'est pas aux associations de distribuer des seringues ou des produits de substitution, c'est à l'État de le faire. Et si l'État le faisait, déjà on aurait un peu moins de problèmes avec toutes ces associations-là qui effectivement n'ont qu'un seul but, malheureusement arriver à la légalisation de toutes les drogues. Alors c'est un programme qui regroupe donc des jeunes dans les écoles, donc on crée en fait des groupes de parole de jeunes donc qui vont parler de tout un tas de sujets dont les drogues, le tabac, l'alcool. On empêche aussi les jeunes de sortir le soir, c'est-à-dire que c'est 22 h en hiver, minuit en été, c'est-à-dire que tous les mineurs n'ont absolument pas le droit de traîner dans les rues. Et on fait tout pour qu'il y ait justement plus de temps de parole entre les jeunes et les parents. Ce qui incite donc à discuter et à créer des discussions sur tout un tas de sujets de société, dont les drogues justement. Et on voit bien que ça marche. Alors les groupes de parole, il y en a aussi de parents dans les écoles. Alors évidemment, on pourrait nous rétorquer, il y a des syndicats de parents dans les écoles, sauf que la différence avec la Finlande, c'est qu'en vérité, les groupes de parole de parents ne sont pas politisés comme en France. Et on s'aperçoit que finalement, les syndicats de parents sont tous politisés, ils ne s'intéressent absolument pas à ce qui se passe réellement. Là-bas, ce sont des petits groupes de parole qui vont dans les écoles, qui discutent entre eux, ça permet aux parents de se rapprocher, et ça permet surtout le temps libre aux enfants de parler avec leurs parents, de parler de tout un tas de sujets qu'on ne parle plus en France. Je ne connais pas de parents, et il y en a très très peu, qui parlent malheureusement des drogues avec leurs enfants. Je peux dire un chiffre, j'étais il n'y a pas très longtemps dans une école, donc un collège, j'ai rencontré 200 enfants de 4e. Quand je leur pose la question à la fin, à qui on a proposé des drogues? Et c'est amusant, 40% des jeunes qui ont quand même 12-13 ans, donc qui sont très jeunes, à la sortie du collège, on leur a déjà proposé du cannabis. Mais quand je leur pose aussi la question, combien de parents vous ont parlé du danger des drogues? On est à peine à 1%. Donc c'est ça toute l'affaire. Et on voit que le système finlandais, mais c'est un peu le système de tous les pays nordiques qui fonctionnent, sous différents niveaux, on voit que ça marche, et nous on s'entête à aller chercher des systèmes qui ne fonctionnent pas, légalisons les drogues, on a baissé totalement les bras. Et alors c'est amusant parce que quand on va en Finlande, mais quand on va aussi dans d'autres pays du nord de l'Europe, tous les gens qui ont des associations disent les Français au moment des élections viennent tous nous voir, par contre ils copient jamais nos modèles. Donc ce qui est quand même surprenant, pourquoi ils se déplacent là-bas, ça sert à rien, ça coûte de l'argent. Si c'est pour pas copier, si c'est uniquement pour aller voir les modèles qui ne fonctionnent pas, comme la Suisse ou d'autres, donc on préfère avoir des modèles de légalisation. Et là on voit bien qu'il y a quand même une forme de lâcheté de l'État, parce qu'en vérité, effectivement, en Finlande ça fonctionne, quand on regarde les chiffres, ils ont une baisse énorme de la consommation de tabac, alcool et cannabis. Donc ce qui prouve que ces groupes de parole fonctionnent très très bien, et c'est un modèle qu'il faudrait importer, mais il ne faut pas faire que ça. Je pense qu'il faut copier plusieurs modèles du nord de l'Europe, et effectivement, si on associe tous ces modèles, parce que on aura des succès. Alors maintenant,
On pourrait dire, oui, mais le succès ne viendra pas aussitôt. Effectivement, pour faire ce genre de choses, il faut 5-10 ans. Mais 5-10 ans avec un gouvernement qui continue à faire ce modèle-là. Si dans 5 ans on arrête parce qu'on a changé de gouvernement, ça ne servira à rien. Alors moi je serais plutôt favorable à ce système-là, à une condition. Il ne faut pas que demain ça devienne un droit à consommer pour certains jeunes. C'est-à-dire qu'en vérité tous les samedis ils iraient chercher leur carnet de timbres en disant ben voilà j'ai 10 timbres et j'ai le droit de consommer 10 fois. Il faut une amende de catégorie très forte, c'est-à-dire au minimum 300 €. Et il ne faut pas que ce soit uniquement une amende, parce que même 300 €, il y a certains jeunes qui pourront se payer des carnets de timbres à 300 €. Il faut continuer, et c'est ce qu'on avait proposé il y a quelques années avec l'association, de dire il faut une échelle graduée des sanctions. Donc la première fois une amende, donc 300, 500 €, enfin il faut voir, en tout cas surtout pas 30 ou 40 €. La deuxième fois, il faut passer à la catégorie 5, c'est-à-dire c'est 1500 €, voire même confiscation du scooter, du portable, enfin tout un tas de choses que le jeune se sert. Et la troisième fois, si vraiment il se fait prendre, c'est que le jeune n'a pas de chance ou c'est réellement qu'il est en danger, il faut l'obliger à du soin. Et l'obliger, c'est vraiment à du soin, c'est-à-dire aller voir un psychologue et dire voilà, tu es en danger, on va t'aider. C'est le rôle de la société. Le rôle de la société, c'est pas de donner un droit à consommer. Et c'est là le risque de la controversion. Si c'est une amende de 30-40, on va se retrouver avec des tas de jeunes qui malheureusement pourront s'acheter des carnets de timbres, et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Mais j'y suis plutôt favorable si c'est fait avec effectivement une échelle graduée. Alors, il y en a un qui est très connu, c'est la Suède. Dans les années 70, donc la Suède a tout légalisé, donc légalisation du cannabis, voire distribution d'héroïne pour les toxicomanes, salle de shoot, ils ont tout fait. 10 ans après, c'est devenu une catastrophe nationale. Augmentation du nombre de consommateurs d'héroïne, augmentation du nombre de consommateurs de cannabis, etc. Et surtout parmi les jeunes. Donc la Suède, dans les années 80, revient en arrière. Il y a un consensus entre la droite et la gauche, enfin ce qui correspond à la droite et la gauche là-bas, et pour dire il y a au moins un sujet sur lequel tous les politiques peuvent s'entendre, c'est la politique de drogue qu'on mène envers les jeunes, parce qu'en fait ce qui les intéresse surtout c'est la prévention des jeunes. À partir de là, ils regardent donc, ce qu'on appelle les piliers de l'ONU. Il y a 3 piliers à l'ONU, donc ce qu'on appelle le pilier central, qui est le plus important, c'est la prévention. Il y a le pilier de la répression et le pilier du soin de la santé. Et eux disent, voilà, si on prend le tout répressif, ça ne fonctionne pas. Si on prend uniquement le soin, donc ce qu'on pourrait appeler la réduction des risques, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on va choisir la prévention. Et donc la prévention est axée dès le départ, ce qui correspond au CM2 en France. Et on fait de la prévention tous les ans de la vie scolaire, donc à des jeunes, du CM2 jusqu'à la fin du système universitaire. Ça fonctionne très bien, mais cette prévention, elle ne s'arrête pas là. On l'a fait aussi dans les entreprises. Chaque année, dans les entreprises, il y a une prévention qui est faite. Les communes, grandes villes, petites villes, moyennes villes, les maires sont obligés d'organiser une journée de prévention. Donc tout est axé sur la prévention. Le résultat, c'est le pays qui a le moins de toxicomanes au monde en termes de toute drogue confondue. Donc on voit que ça fonctionne. Mais ils n'ont pas arrêté là, ils ont dit, ben voilà, il y a des jeunes peut-être qui vont arriver à passer dans les mailles du filet. On va faire ce qu'on appelle donc le testing. En vérité, ce sont les tests de drogue aléatoires. Pas du tout ce que voulait faire Mme Pécresse, donc contrôler une fois par an les jeunes, ça ne sert absolument à rien et ça ne fonctionnera pas. Là, des associations comme la mienne, puisqu'il existe aussi une association de parents contre la drogue, vont dans les collèges et lycées, ils prennent donc ce qu'on appelle le listing du collège et du lycée, on tire 20, 30 jeunes, 40, enfin il n'y a pas de chiffre précis, et à partir de là, chaque jeune a le droit à un test urinaire, donc pour voir s'il est positif ou négatif aux drogues. Le but, ce n'est pas un but de sanction, puisqu'en aucun cas, le proviseur du lycée ou même les profs sont au courant du qui est positif, qui est négatif. Par contre, on prévient dans tous les cas ceux qui sont positifs, les parents sont prévenus. Et parce que le but premier, c'est quand même d'avertir les parents. Et ensuite, on va aider le jeune pour savoir est-ce qu'il a consommé une seule fois, il ne recommencera jamais, ou malheureusement, est-ce qu'il est déjà dépendant du cannabis ou de drogue, ça peut arriver, et là, il faut l'aider. Et donc, dans l'entreprise, le système est exactement le même. Dans le contrat d'embauche, il est précisé que vous pouvez être contrôlé à tout moment drogue ou alcool. Et le but, si quelqu'un est pris aux drogues ou à l'alcool, ce n'est pas de l'exclure, parce qu'on est toujours dans le système préventif. Donc il est convoqué chez son patron avec l'association, et le patron lui dit, voilà, je te laisse le choix. Soit tu veux continuer, dans ces cas-là, moi je t'expulse, et ce qui est normal, licencié. Soit tu veux vraiment t'en sortir, je vais t'aider. Donc on l'envoie dans un centre de soins, il va y rester le temps qu'il faudra à sa sortie de drogue ou d'alcool. Le patron va payer le centre de soins, il va continuer à garder son salaire et dans tous les cas, il sera repris à la sortie. Donc on voit bien que rien n'est fait dans le répressif, tout est fait dans le préventif. Et c'est un système qui fonctionne parfaitement. C'est un système que j'ai parlé dans mon premier livre. À chaque fois que je rencontre des yeux, je leur parle du système, tout le monde dit c'est formidable, mais personne ne veut l'appliquer en France.
Alors là, il y a toujours des excuses, mais en vérité, il n'y a pas d'excuses. On pourrait très bien, et on peut très bien faire un condensé du système finlandais, système suédois, et ça, on ferait vraiment là ce qu'on appelle la lutte contre la drogue. On pourrait dire qu'on pourrait parler de lutte contre la drogue, et là, effectivement, alors pour les gens qui sont pro-légalisation, eux, ils pourraient parler d'une guerre à la drogue, mais ce n'est pas une vraie guerre, c'est une guerre qui est faite sur le préventif. Il n'y a absolument rien de répressif. Par contre, tout est fait effectivement contre le trafic. Les Suédois sont intransigeants sur le trafic de stupéfiants, et je pense qu'il faudrait faire la même chose. En ce qui concerne Amsterdam, on voit bien que malheureusement, Amsterdam, contrairement à ce qu'on croit, rien n'est légal, puisqu'en vérité, les lois sont aussi sévères chez nous, contrairement à ce que peuvent croire beaucoup de jeunes. Par contre, il y a une tolérance qui s'est instaurée. C'est-à-dire qu'en vérité, dans la loi hollandaise, le trafic de stupéfiants est interdit, le transport de stupéfiants est interdit, mais on tolère tout. Alors effectivement, on est dans une sacrée hypocrisie, sauf qu'en vérité, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'il y a une dérive qui s'est menée depuis des années, puisque les coffee shops sont en main des mafias turques et tout. Et par contre, les maires des grandes villes, y compris d'Amsterdam d'ailleurs, sont en train de se dire « mais on a des rues entières qui sont réservées qu'aux coffee shops ». C'est scandaleux, il n'y a pas de commerce malheureusement autre que le cannabis. Ils commencent à fermer donc, tout un tas de coffee shops. Et si on regarde il y a 20 ans en arrière, il y avait à peu près 2800 coffee shops en Hollande, on en est autour de 600 à l'heure actuelle. Donc on voit bien qu'il y a une grande baisse. Et le maire d'Amsterdam vient de déclarer il n'y a pas très longtemps que lui, il en avait marre des rues de coffee shop et qu'il voulait en fermer une grande partie. Alors évidemment, ça fait réagir le syndicat des coffee shops, ça fait réagir les bien-pensants. Mais à un moment, il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut? Et je pense qu'il y a plein de maires de grandes villes qui s'aperçoivent qu'effectivement, ils en ont assez du narcotourisme, parce qu'en vérité, on est arrivé dans un pays de narcotourisme. Et on s'aperçoit que dans les coffee shops, on n'y vend pas que malheureusement du cannabis. Alors effectivement, le patron vend que du cannabis, mais au fond de la salle, il y a toujours des vendeurs d'héroïne, de cocaïne et tout ça. Donc il y a toute une hypocrisie qui s'est installée autour du système. Et c'est devenu malheureusement un des pays les plus criminogènes d'Europe. Donc ils ont raison d'inverser. Alors ça, après, c'est une question de parti politique. On voit bien que quand le parti chrétien-démocrate, ce qui correspond à la droite, était au pouvoir, il voulait effectivement interdire les coffee shops à tous les Européens. Donc avec une carte censée être une carte de fidélité, mais réservée aux Hollandais. Ça s'est pas fait parce que la gauche est revenue. Bon, on est rentré vraiment dans le système politique, mais en réalité, effectivement, il y a une grande baisse et je pense que les maires sont assez intelligents pour dire il y a un gros problème avec le cannabis. Et d'ailleurs, ils vont même plus loin parce qu'ils se sont aperçus que maintenant, le cannabis très fortement dosé, comme il est vendu dans les coffee shops, est extrêmement dangereux. Et de nombreux députés commencent à se poser la question si à partir de 15%, on n'est pas dans une drogue très dure et qu'il faut l'interdire et le classer. Et si jamais ils faisaient ça, ce serait forcément la fermeture d'une grande partie des coffee shops, indirectement, puisqu'on sait très bien que malheureusement les Européens, et en particulier les Français qui vont dans les coffee shops, cherchent des cannabis entre 25 et 35% de THC. Alors moi je ne tire pas du tout le même bilan que ce que je peux entendre de la part du maire du 10e ou de Madame Touraine, qui est à l'air ou même de l'association Gaïa, qui dit c'est un succès. Ça fait quand même plusieurs fois que je vais dans le quartier, et pour y voir un peu les habitants, les commerçants, et à chaque fois ils me disent mais il n'y a absolument rien qu'à changer. C'est-à-dire qu'on retrouve autant de seringues dans les immeubles, et ça tous les gardiens d'immeubles le racontent. Il y a un gros trafic de méthadone qui s'est instauré. Il faut quand même savoir que dans le décret de M. Hervoise, qui est ministre de la Justice, il est bien marqué dessus qu'on peut y consommer des stupéfiants, mais aussi des médicaments détournés. Et on sait très bien que les médicaments détournés, ce ne sera pas de l'aspirine, c'est forcément ou de la méthadone ou du Subutex. Donc il y a des habitants qui m'ont raconté qu'il n'est pas rare que des dealers leur proposent de la méthadone dans la rue. Donc on voit bien qu'effectivement, ça veut dire qu'ils peuvent s'injecter de la méthadone au sein de l'association Gaïa, donc de la salle de shoot, ce qui est normalement pas prévu pour. Il faut quand même rappeler que la méthadone est financée par le contribuable, donc ce qui paraît quand même scandaleux. Quant aux seringues qui sont abandonnées, il y en a toujours autant. La dernière photo que j'ai eue sur le site, puisque j'ai créé un site qui s'appelle Observatoire de salle de shoot, une personne m'a envoyé une photo de l'arrivée en fait de l'Eurostar, donc à la Gare du Nord. Et quand vous arrivez et que vous allez aux toilettes, vous apercevez que dans les toilettes, dans les lavabos, il y a des seringues partout usagées. Et donc il m'a marqué Welcome in Paris, donc ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, et en disant ben voilà ce qui se passe exactement. Il y a autant de seringues dans le parking de la Gare du Nord. Il y a des nombreuses bagarres parce que malheureusement il y a deux genres de toxicomanes à la Gare du Nord. Il y a les gens des pays de l'Est. Donc là on peut se poser est-ce que c'est à nous de financer la drogue des gens des pays de l'Est, et donc les Français, donc les deux s'affrontent puisque effectivement il y a un gros trafic. Et maintenant qu'on sait qu'il y a un périmètre de 300 mètres, c'est-à-dire que dans ce périmètre-là, on a demandé à la police ouvertement de dire que fermez vos yeux et ne regardez surtout pas ce qui s'y passe. Donc, et ça, c'est vraiment scandaleux, parce qu'on s'aperçoit que les commerçants disent il n'y a absolument rien à bouger, donc en vérité, on a les mêmes problèmes. J'ai des habitants qui m'ont envoyé une vidéo en me disant, donc qui représente du trafic jour et nuit,
et en me disant avant on avait du trafic une fois par jour, maintenant on l'a toutes les heures. Donc voilà ce qui a changé grâce à la salle de shoot, et de nombreux gardiens m'ont dit qui ont l'habitude de rencontrer les toxicomanes, il y a une nouvelle population de toxicomanes qui est arrivée, contrairement à ce que dit la salle de shoot, il n'y a pas plus de toxicomanes, il y en a beaucoup plus, on voit bien que ça a concentré la toxicomanie autour, et ce qu'on appelle l'effet Bauduin, il a bien eu lieu, contrairement à ce que dit le maire du 10e.